Salut tout le monde! Alors, la vidéo du jour, le thème, je vais parler de la Vipassana, qui est une technique de méditation. Alors en fait, pendant longtemps, j'ai cru que la Vipassana, c'était bien sûr une technique, mais surtout je l'associais à comment dire, une retraite. C'est-à-dire que normalement, la majorité des gens, nous décidons de faire cela et c'est pendant 10 jours que ça se passe et c'est 10 heures de méditation par jour. Donc normalement, vous allez dans un centre, donc des centres de méditation Vipassana, il y en a dans le monde entier, dans plein de pays. Il suffit de taper sur internet dharma.org. je le mettrai dans la description, dharma.org. Et là, vous aurez l'explication avec le planning, parce que c'est quand même super strict dans la technique en elle-même, en fait, dans ces 10 jours-là, parce qu'après la technique, si vous la faites à part des 10 jours et que vous faites par exemple 1 heure par jour de technique Vipassana, c'est comme si vous dites c'est une technique de méditation, comme il y a la technique sur focalisation de la couleur, par exemple on focalise sur penser que à la couleur rose par exemple, ou bleue, enfin la couleur que vous voulez, ou on garde ses yeux ouverts et on focalise sur un point fixe devant nous, ou alors sur un mantra en répétition, par exemple je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, la toute-puissance créatrice, le Père, le Saint-Esprit, Dieu, mes anges gardiens, pour la santé physique et mentale, la paix, l'harmonie, l'abondance, les blancs, que j'ai la chance de recevoir lors de ma naissance encore physique sur la terre, ainsi que la prospérité, le succès, la santé et le bonheur. Je le dis très vite parce que, bon, je vais pas, si je le dis plus longtemps, les vidéos vont faire 3 heures. Ça c'est un mantra que je répète maintenant depuis que j'ai commencé à méditer. Et que en fait là maintenant dans les stades d'évolution de la pratique de méditation, j'ai pas commencé direct avec la Vipassana, je connaissais même pas d'ailleurs. On m'en avait parlé de la même manière que là si vous n'en avez jamais entendu parler, vous l'entendez avec moi et je peux vous assurer que vous l'entendrez de nouveau en fait. Ça veut dire que là je suis que le point de départ de l'entendre. Vous allez avoir forcément notre conversation, vous allez tomber sur un documentaire, vous allez réentendre le mot en fait, le nom Vipassana. Et si vous êtes sur un chemin spirituel et que vous êtes sur une quête d'aller mieux et de vous transformer entre guillemets, je pense que quand on cherche à aller mieux, on ne pense pas à se transformer, c'est pas on est d'abord, on sait qu'on est mal, on a des problèmes, donc on ne pense pas à la transformation, parce que quand on parle de transformation, ça veut dire qu'on sait qu'il y a des résultats, et quand on est mal, ce qu'on veut c'est juste aller mieux. Donc oui, bien sûr, il y a l'idée de transformation, mais moi je parle de transformation parce que ça y est, j'ai fait tous les trucs qu'il y avait à faire avant, pour pouvoir maintenant être dans le futur de mon passé et voir que les résultats, ça marche vraiment. Hein. Tout ce qu'ils disent là, tous ces maîtres qui sont sur internet, que ce soit des maîtres spirituels, que ce soit des neuroscientifiques, que ce soit des moines bouddhistes, que ce soit des écrivains, conférenciers, théologiens, que ce soit des psychanalystes, enfin quel que soit le domaine, mais qui touche quand même plus ou moins à la santé mentale, ou à l'étude de l'humain, même de la religion ou même des cultures, enfin tout ce qui est en gros l'étude du cerveau et du comportement humain, on va dire, la neuroscience et après, je sais pas si c'est la théologie, le nom théologie, je crois que c'est pour les dieux, enfin tout ce qui touche à tout ça, en fait tous ces domaines-là. On regroupe quand même la même idée générale, qu'à chaque fois c'est la méditation qui revient dans l'idée principale, comme quoi elle est vraiment salvatrice au niveau de l'individu et donc au niveau global et collectif, parce que y a eu des études de fait. Là maintenant on n'est plus sur des théories, hein, là on est vraiment sur du scientifique. Donc c'est-à-dire que ce scientifique, c'est vraiment des résultats, preuves à l'appui en fait, avec des tests et des recherches qui sont faites au niveau de l'impact de, par exemple, un groupe de 1000 personnes qui méditent, quel est l'impact sur, par exemple, 10 000 autres personnes qui sont à, par exemple, 50 km de distance, par exemple.
Ils ont fait des études sur ils font des études sur tout en fait. Hein. Donc si on commence à s'intéresser à tout ça, on peut avoir plein d'analyses, des résultats et tout ça. Moi je me renseigne pas, je suis pas à ce niveau-là d'aller regarder les résultats, mais comme du coup j'écoute beaucoup, j'ai les résultats par le biais de tous ces gars justement qui eux font les recherches, d'avoir les numéros, les chiffres. Alors, ces gars qui après font des conférences et qui parlent, comme par exemple Joe Dispenza qui est un qui m'a vachement aidé aussi. Il est sur YouTube, il est dans la playlist qui est dans la description de la vidéo, qui est dans toute la description de la vidéo, de toutes les vidéos que j'ai fait. Qui lui est un neuropsychanalyste qui parle du coup beaucoup de la glande pinéale, par exemple, la calcification de la glande pinéale, de l'effet d'être toujours dans la même routine, de l'impact que ça a, nos émotions sur nos cellules, l'impact que ça a de changer l'environnement. Ça c'est l'épigénétique, c'est Bruce Lipton qui en parle, mais tous ces gars-là, Bruce Lipton, Greg Braden, Joe Dispenza, Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Krishnamurti, il est plus de ce monde, mais c'était un philosophe, lui il n'était pas neuroscientifique, mais il avait les mêmes manières d'analyser les choses. Lui, c'était moins scientifique, c'était plus philosophique et existentiel, on va dire. Mais le fondement de la base, elle était là, quoi. En gros, nos pensées contrôlent nos actions et selon le type de pensée que nous avons, nos actions en découlent et aussi nos pensées influencent sur nos émotions. Et donc du coup, selon nos pensées, nous avons telle réaction, telle émotion, colère, jalousie, envie, stress, anxiété, peur. Donc selon l'émotion que nous vivons, si elle est négative par rapport à une pensée négative, qui est souvent du coup la pensée liée à du passé ou à du futur, qui est en fait en gros l'inconscient. 95% de notre journée, on est 95% de notre temps, de notre journée, on est dans l'inconscient. Quand même, il faut quand même le savoir, et on a entre 6 et 60 000 pensées à 90 000 pensées. Je ne sais pas le chiffre exact, je l'ai déjà dit, j'arrive toujours pas à l'avoir, je vais finir par l'avoir, mais bon, de toute façon, on pense beaucoup, et de ces pensées, la plupart sont négatives. Donc, ils ont fait des recherches et ils ont vu que l'impact, parce que du coup, le cerveau, ils ont bien entendu tout ce que je vous dis, moi je vous dis rien, moi je fais que répéter, et tout ce que je vous dis, je répète des trucs qui sont prouvés scientifiquement, qui sont cités par ces gars qui font ces recherches-là, les Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, il fait pas trop de recherches parce qu'il n'est pas neuroscientifique, lui il est philosophe, psychanalyste. Mais les neuroscientifiques, c'est vraiment eux qui font les recherches sur l'étude du cerveau, qui regardent vraiment l'impact de tout, que ce soit au niveau positif ou au niveau négatif. C'est eux d'ailleurs qui expliquent aussi l'effet placebo et l'effet nocebo, que l'effet placebo, par le biais d'un faux médicament que vous croyez que vous allez vous guérir, en fait, vous prenez le médicament, ce n'est pas du tout un médicament, c'est juste du sucre, mais par votre pensée, tout simplement parce que vous êtes persuadé que le médicament va vous guérir, vous vous guérissez. De la même manière, par votre pensée qui vous guérit, les neuroscientifiques expliquent que de la même manière, les pensées négatives peuvent vous tuer, ou vous tuent tout simplement. Par exemple, de croire que vous avez un cancer et que c'est irréversible et que vous allez mourir dans 6 mois, si vous y croyez, vous êtes condamné, ça c'est clair et net. De la même manière qu'on m'avait condamné à être bipolaire pour toute ma vie. Si j'y avais cru, je ne serais pas là en train de faire les vidéos pour vous convaincre parfois pour essayer de vous convaincre, parce que moi après, c'est mon but, c'est clair que j'essaye de vous convaincre. J'ai aucun intérêt à faire ces vidéos-là par essayer de vous convaincre, parce que moi je suis déjà convaincue pour moi-même. Et j'ai une mission dans cette histoire, c'est clair et net que j'ai pas fait tout ça pour rien, juste pour moi. C'est pour vous passer le message, parce que je sais qu'une fois que vous l'expérimenterez, donc en fait là vous êtes certainement, inconsciemment, je sais pas quel âge vous avez, si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais quel que soit l'âge en fait, le truc c'est que quand on a toujours eu la même vie, on ne peut pas imaginer la transformation, entre guillemets, ça fait hyper Jedi, mais oui, mais c'est carrément ça, quoi. On ne peut pas l'imaginer parce qu'on est tellement dans sa routine et dans ces mêmes trucs à répéter, que du coup,
c'est comme si, en fait, peut-être même vous avez l'impression que je vous mens en fait. Vous pensez peut-être que si vous regardez les vidéos, je sais pas pourquoi vous les regardez en fait, si vous les regardez, parce qu'il y en a qui regardent, ça c'est clair. Je sais pas quel est le but de pourquoi vous regardez. Moi je sais que quand j'ai regardé les vidéos sur l'autisme, c'était parce que d'un seul coup j'ai cru comprendre que j'étais autiste par une révélation de synchronicité de vie. Quelqu'un qui m'a dit mes petits-enfants sont autistes, et quand elle m'a dit ça, plein de gens m'avaient dit des fois, lui il est autiste, mon cousin ou ceci, enfin c'était pas la première fois que j'entendais le mot autiste, mais je sais pas pourquoi quand c'est elle qui m'a dit ça, je l'ai regardée et j'ai dit oh je crois que je suis autiste. Et elle a même rigolé, enfin elle a ri parce que j'ai pas du tout l'air d'être autiste, hein, non c'est clair. Et en fait je suis rentrée chez moi. Et j'ai été sur internet et puis j'ai commencé à regarder autisme. Alors elle m'avait pas parlé de l'autisme de ses petits-enfants, quel spectre ils étaient, mais elle m'avait dit tu sais l'autisme c'est un spectre justement, c'est large. Donc voilà, c'est tout ce qu'elle m'avait donné comme information, et après moi j'ai voulu me documenter et j'ai pas trouvé tout de suite le Asperger là, il a fallu que je fasse quelques petites recherches quand même, mais ça m'a pris on va dire 1 heure. J'ai tapé autisme, donc je suis tombée sur TSA en premier, trouble de syndrome ou de symptômes autistiques. Et puis après, très rapidement, j'ai découvert le terme Asperger, que c'était plus à l'ordre du jour, qu'il avait retiré du DSM. J'ai découvert du coup c'était quoi un DSM, enfin le DSM-4, le DSM-5, tout ça. Donc moi mon but de regarder ces vidéos là d'information, c'était me connaître en fait, et savoir est-ce que ce que je crois que je suis, est-ce que c'est vraiment ce que je crois que je suis, à savoir autiste, Asperger. D'un seul coup je me prends cette réalité là qui m'arrive dans la tête et qui me remettait quand même un gros boom dans la face, parce qu'en fait ce qui se passait c'est que ça remettait un fondement d'une théorie que j'étais en train d'expérimenter, à savoir cette théorie du pouvoir du subconscient. Donc j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'est ce que tous les maîtres neuroscientifiques, je les appelle des maîtres, parce que ces gars-là qui ont ces clés entre les mains et ce savoir et ces informations-là, et qui nous les passent gratuitement, parce que moi personnellement de toute mon évolution j'ai jamais rien payé. La seule chose que j'ai payé c'est 3 séances d'ostéopathie dans ma vie, mais je n'ai pas payé, j'ai payé bien sûr des psychologues, des thérapies en tout genre, mais je n'ai pas payé au niveau de... Ça c'était bien avant, que quand j'ai commencé là en 2000 à peu près, je sais pas trop la date, quand est-ce que ça a commencé, que j'ai commencé à aller sur YouTube, et puis j'ai lu Le pouvoir du moment présent, les 30 premières pages qui m'ont guéri de la schizophrénie, Eckhart Tolle, puis de là, je pense que c'est lui qui a été le déclencheur de que quand du coup j'allais sur YouTube, je tapais certainement Eckhart Tolle, puis du coup après j'ai eu Deepak Chopra, après j'ai eu Louise Hay, j'ai eu tout ce petit monde là, bien heureux, bien joliment merveilleux, qui ont des idées qui peuvent paraître très... c'est clair que si vous n'avez pas envie de vous soigner et que vous êtes très dans le jugement et dans la... Alors il faut être sceptique dans la vie, parce que c'est vrai que le fait d'être sceptique c'est justement ce qui nous fait ne pas croire à ce système sociétaire, et que finalement c'est ce qui fait aussi notre non-intégration la plupart du temps pour nous les neuroatypiques, à ce système sociétaire qui fait qu'on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc du coup, on n'a pas envie de croire. C'est bien qu'on n'ait pas envie de croire. La scepticité, ça nous permet de ne pas être un mouton, on va dire. Elle peut nous faire souffrir aussi, parce que du coup on s'exclut un peu, parce que justement on n'est pas dans cette majorité. J'ai un petit peu dévié, je sais plus, j'ai perdu le fil, mais c'est pas grave, je reprendrai après. En fait, y a je les appelle ces maîtres sur internet là, parce qu'ils ont un savoir qu'on n'a pas avant de l'avoir. Alors, il y a connaissance, savoir. Si vous écoutez les 4 accords et le 5e accord Toltec, vous verrez que la connaissance, c'est ce qui nous éloigne de la vérité, parce qu'en fait cette connaissance la plupart du temps elle est erronée, parce que
c'est des connaissances qui sont faites sur une non-expérience de la vie, c'est plus des connaissances qui sont faites sur des on-dit, on va dire, des préjugés, justement des manipulations, des phrases qu'on nous dit, par exemple, je sais pas, une femme qui met un pantalon ou une femme qui fume, ça se fait pas, par exemple. Enfin, je ne fume plus, mais je ne sais pas, des phrases qui façonnent la société et que du coup, nous, bah, on les entend depuis toujours et on agit, on actualise, comment on dit, on porte notre masque et on fait selon ces phrases qui existent. On connaît tous le « quand tu veux, tu peux ». Si tu veux, tu peux, on le connaît tous, mais il n'y a pas grand monde qui le fait. On le connaît tous, hein. On l'a tous entendu, ça dépend de si tu veux, tu peux. Et en effet, c'est vraiment le quand tu veux, tu peux. Hein. Ça, c'est clair et net, si tu veux, tu peux. Hein. C'est complètement vrai, mais il faut l'expérimenter. Donc, le si tu veux, tu peux, ça veut dire si tu es bipolaire et que tu veux ne plus être bipolaire, bah, si tu veux, tu peux. Et je peux vous garantir que c'est vrai. Mais par contre, après, il faut quand même travailler. C'est pas genre, je suis bipolaire et je veux plus l'être, je ne veux plus l'être, mais je ne fais rien, j'attends que ça se passe et là, il va rien vous arriver. Hein. Et ça, vous allez rester bipolaire. De la même manière que je me plains de ma vie, ça va pas, je suis stressée, j'ai pas de temps pour moi, je bois trop d'alcool, je fume trop de cigarettes, j'en ai marre, et puis mon mari, ça ne va pas, et ceci, je bois trop de café, et j'ai pas le temps, et j'ai pris des kilos, et ceci, et puis mon travail, et ceci. Alors là, quand on commence de un truc, on peut la penser en arborescence sur tous les problèmes, c'est en conne, on peut vraiment, enfin c'est comme ça quoi, on peut vraiment prendre plein de problèmes. Bah là il faut changer la vie, hein. Je veux dire, si votre vie elle vous plaît pas, il faut la changer tout simplement. C'est très simple, mais il faut opérer, il faut arrêter de parler. C'est pour ça que moi je ne parle plus. Alors vous allez me dire, la fille elle dit toujours qu'elle perd jamais, et en fait elle fait des vidéos d'1h30. Oui, mais je fais des vidéos d'1h30 tous les jours là, pendant que je vais avoir tout dit après, et après moi toute la journée, je parle pas en fait. Je suis dans le silence. Je pratique vraiment le silence. Ça, c'est pour moi, mon bonus éveil spirituel. Parce que je cherche l'illumination. Mais après ça, je parle plus. Donc là, vous me voyez, j'ai l'impression que je suis une grande pipelette. Bah oui, on dirait que je suis une grande pipelette parce que j'ai plein de trucs à dire. Parce que ces trucs-là que j'ai à dire, c'est pas les miens déjà. Et donc c'est un savoir qui est là. Et c'est pas une connaissance, c'est un savoir. C'est-à-dire je pense qu'il y a une différence entre le savoir et la connaissance. Les alcools Toltec parlent de la connaissance qui est erronée, illusoire, une illusion, et la plupart du temps qui nous éloigne du chemin de la vérité. La connaissance, parce que comme je vous ai dit, les trucs, les on-dit, ou à l'époque on croyait que la Terre était ronde ou plate, enfin je ne sais quoi, et que du coup après ça a été remis enfin voilà, il y a des théories qui sont fondées, et puis après on se rend compte que finalement non, c'était pas ça. Donc ce qui nous paraît incohérent aujourd'hui et stupide, dans 10 ans, ça sera notre réalité en fait. Donc forcément, là on débarque dans tout ce monde-là de la quantique, physique quantique, tout ce qui est en fait l'invisible, impalpable, immatériel, mais on parle de l'énergie qui transforme la matière. C'est exactement ça, parce que quand vous, par le pouvoir de votre pensée, vous êtes bipolaire et vous dites, bon non, à partir du moment où j'ai vu qu'il y avait des gars là, des neuroscientifiques qui disent que tout part de la pensée, que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Donc si vous croyez que vous êtes bipolaire, ou que vous l'êtes tout simplement, d'accord, vous l'êtes à ce moment-là, oui vous l'êtes, parce que vous avez vos crises, vos up and down, dépression, machin, suicide et tout truc, ok là vous l'êtes, d'accord, mais si vous décidez de ne plus l'être, il y a ce moment-là où vous l'êtes, et là vous visez là où vous voulez aller, ou là vous ne le serez plus, et puis il y a tout le chemin pour arriver là, quoi, ça c'est clair. Mais là vous êtes là, et vous allez aller là, si vous le décidez. Mais vous pouvez très bien rester là, ou aller comme ça sur le chemin, revenir, et puis même pas mettre d'objectif là, à vous dire, un jour je ne serai plus bipolaire, c'est même pas un jour je ne serai plus bipolaire. Quand vous faites cet exercice-là de dire, je change ma vie, et que vous avez écouté ces vidéos-là de ces gens qui disent le pouvoir du subconscient, le subconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et la vérité, vous ne pouvez même pas dire je ne serai plus
bipolaire, parce que là vous parlez dans un futur et vous émettez une hypothèse, enfin vous êtes dans le futur, vous n'êtes pas dans le présent, et votre subconscient c'est ambigu pour le subconscient, il ne peut pas comprendre, donc en fait il faut que ce soit clair, donc c'est déjà là maintenant, vous l'êtes déjà plus, c'est-à-dire que le jour où vous décidez de ne plus être schizophrène, de ne plus être bipolaire, parce qu'elle est schizophrène. Moi, j'avais des tendances schizophrènes quand j'avais des dédoublements de personnalité et que je me transformais en Hulk. Là, je peux vous garantir que à ce moment-là, je perdais complètement face et que j'étais plus du tout moi et j'étais en crise tendance schizophrène. Donc c'est sûr, j'ai pas coupé de tête et coupé le cœur comme on a vu certains là qui s'échappent et qui font des trucs bizarres parce qu'ils ont des syndromes post-traumatiques d'après la guerre. C'est pareil, il y a des gens qui ont des syndromes post-traumatiques. Moi, j'ai aussi des syndromes post-traumatiques, mais j'ai pas ça j'ai pas fait la guerre, donc j'ai été violée, moi, de tout c'est ça, mais par rapport à ça, les syndromes post-traumatiques, mais tout ça c'est guéri, en fait, c'est ça que je veux vous dire. J'ai eu plein de trucs qui m'ont développé des troubles psychiatriques, et tout ça, en me rendant compte que j'étais Asperger, je me suis rendu compte que tous mes troubles venaient du fait d'être autiste Asperger, mais aussi en écrivant le livre et en informant le lecteur sur la dissociation liée au viol, et tous les troubles de personnalité que vous allez développer dus à une dissociation parce que vous avez été abusé sexuellement ou violé, c'est exactement les mêmes troubles que la personnalité Asperger. Donc du coup, tout ça c'est un peu relié et les Asperger, on est souvent victimes de viol. Donc vous voyez, c'est hyper, pour moi, compliqué de dire... c'est définitif, c'est sûr, il est Asperger, parce que dans 20 ans, là, quand on se sera tous réveillés dans notre Aspergerité, et que ça sera devenu un truc carrément basique de l'humanité, c'est un spectre humain, quand on aura compris ça, qu'en fait on est tous des autistes Asperger, et là, désolé pour ceux qui n'aiment pas qu'on dise ça, parce qu'ils ont été diagnostiqués officiellement et que non, dans les autistes Asperger, ceux qui disent on n'est pas tous un peu autistes Asperger, et non, on n'est pas tous un peu autistes Asperger parce que il y en a ceux qui disent qu'on est peut-être un peu tous autistes Asperger, eux ils ne souffrent pas des lumières dans les supermarchés, ils ne font pas de crise, ils se mettent pas à pleurer pour rien par ailleurs. Oui, moi je suis comme ça, j'ai pas le truc des lumières, mais j'ai le truc des odeurs, je suis ultra sensible des odeurs. Et je suis ultra sensible en général, et puis j'ai fait des crises à répétition. Moi, j'ai eu les pires trucs de l'autisme Asperger, où si vous ne voulez pas dire que je suis autiste Asperger, dites que j'étais bipolaire, dites que j'étais tendance schizophrène, et j'ai eu l'anorexie à 39 kilos, je suis tombée dans les drogues, j'étais dépendante à toutes les substances qui pouvaient passer sous mon nez, et j'ai eu le viol à répétition à cause de la dissociation, à répétition plus de 30 fois dans ma vie. Donc, rien que ces 5 traits-là, qui sont bien sûr des comorbidités de l'autisme Asperger, mais si ça ne vous plaît pas que je vous dise que je suis autiste Asperger parce que je ne suis pas diagnostiquée officiellement, dites pas que je suis autiste Asperger, c'est pas grave, vous pensez ce que vous voulez, moi je m'en fiche du terme sur lequel on va m'étiqueter. Moi ce qui compte, c'est que vous compreniez que d'une personnalité à multiples troubles psychiatriques, à aller 2 fois en internement quand même, tentative de suicide, mon frère s'est suicidé qui était lui aussi Asperger, alors on dira oui mais comment tu peux savoir qu'il est autiste Asperger, il s'est suicidé ton frère, il a même pas été diagnostiqué officiellement. Non, mais quand moi je me diagnostique officiellement, que j'écoute 290 témoignages, maintenant j'en suis à 315, parce que j'en ai ajouté depuis 290, mais je continue d'en écouter, c'est pas genre j'arrête, je continue toujours d'écouter des gens qui témoignent sur leur autisme. Je reconnais mon frère, parce que moi j'ai beaucoup écouté sur la femme diagnostiquée tardivement, mais il y a peu j'ai écouté un HPI, au potentiel intellectuel, qui était nul à l'école et qui a été diagnostiqué au potentiel intellectuel très tardivement, comme à ses 25 ans. Il est dans la playlist Informe-toi qui est dans la description. Il est dans les derniers de la playlist parce que lui je l'ai regardé dans les derniers. J'ai beaucoup écouté des femmes, mais j'ai aussi écouté des hommes. Donc après, pourquoi je peux dire que mon frère il était autiste Asperger au potentiel, je pense intellectuel ou tout au moins émotionnel comme moi, mais de toute façon que ce soit au potentiel émotionnel ou intellectuel, c'est la même chose, mis à part que au potentiel intellectuel, il a tous les QI au-dessus de 130. Donc ça, je ne pourrais pas savoir si mon frère avait tous les QI au-dessus de 130, mais je crois que oui. Je crois que oui, et tout comme moi d'ailleurs, je me demande si je ne les ai pas aussi. Mais peut-être qu'il y a certains tests, au lieu d'être à 130, je serai à 125, on va dire. Alors, je n'en sais rien.
toute façon, j'ai pas envie de savoir les tests. De toute façon, ces tests-là qui nous font passer, c'est des trucs, en plus j'ai vu là que c'est de l'arnaque encore ce truc, parce que c'est avec une courbe, là j'ai pas trop retenu le truc, mais en gros, ça explique que c'est fait pour que il y ait une minorité de gens, enfin une majorité, pardon, de gens qui forment la société, qui ne soient pas justement des hauts potentiels intellectuels par rapport à ces courbes dans les résultats. Et les résultats sont modifiés selon, enfin je sais plus trop ce que j'ai lu, mais en gros c'est de l'arnaque, quoi. Enfin, il faut pas se fier là-dessus, c'est ça que je veux dire. Après, c'est clair qu'il y a des gens qui ont le QI au-dessus de 130, et eux, c'est même pas que c'est une question de arnaque ou pas, c'est clair qu'ils vont passer les tests et direct ça carbure tout de suite, parce que ils ont cette manière-là ça correspond à ces tests-là, mais ça veut pas dire que c'est pas parce que vous avez même 90 de QI que vous êtes nul, quoi. C'est ça que je veux dire, parce que moi, si je les avais passés à l'époque, les tests, je pense pas que j'aurais eu auprès de 130. Je pense que j'ai essayé de les faire plusieurs fois sur internet et j'étais toujours en mode débile. Moi, à chaque fois, je me disais, c'est pas faux. je disais, c'est pas possible. Je suis attardée mentale, en fait. C'était le truc bon. Donc, je sais pas, je devais peut-être mal les faire, en effet. Je comprenais pas, je pense. Et donc, voilà. Enfin, c'est pas le truc, ça, les tests. On s'en fiche. Bref, je m'égare. Excusez-moi pour les comme ça. Ce qui est important de savoir, c'est que vraiment, il y a une possibilité d'évolution dans tout ça. Que ce soit les troubles de déficit de l'attention, l'hyperactivité, c'est pareil, ça se canalise. L'intelligence, ça se travaille. L'intelligence, ça se travaille. Sincèrement, moi, les trucs là, les termes, neurosciences, tout ce qui est, tout ce dont je peux parler actuellement, sans pour autant, parce que forcément, j'écoute quand même beaucoup sur le bonheur, j'écoute beaucoup sur les neurosciences, mais après, je retiens pas tous les termes scientifiques à chaque fois, les substances que le cerveau libère à chaque fois que vous avez une émotion. Vous avez la dopamine, par exemple. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Vous avez l'endomorphine, c'est l'hormone de je sais plus quoi, l'oxytocine. Vous avez l'adrénaline. Et à chaque émotion, vous avez une substance qui se libère dans votre cerveau. Et en fait, vous êtes dépendant de cette substance-là. Donc, si vous êtes toujours sous la dopamine, qui est la substance du bonheur, parce que vous faites plus de 40 minutes de sport, par exemple, et du coup, quand vous faites plus de 40 minutes de sport, vous avez une libération, une sécrétion de ces hormones-là. Moi, tout ce que je suis en train de vous dire là, il y a très peu, en 5 ans, c'est rien, quoi. J'y connaissais rien, moi, tout ça. Enfin, je veux dire, donc, est-ce que je suis pour autant plus intelligente maintenant? Je veux pas dire que je suis, ça y est, j'ai fait maths sup, maths spé, puis ça y est, c'est pas ça. On s'en fiche, de toute façon, des études. Moi, j'ai doublé mon bac, j'ai galéré à avoir mon BTS international. Quand je l'ai redoublé ma première année, j'ai été première de classe, j'étais nulle à l'école, et maintenant, je parle 6 langues. Donc, il y a une incohérence dans tout ça. Ce que je veux vous faire comprendre aussi, que c'est pas parce que vous croyez que vous êtes nul, selon la manière dont on vous enseigne les choses, que ça veut dire qu'irréversiblement vous êtes nul. Mais non, c'est juste qu'on ne vous a pas bien expliqué, et c'est surtout que ça ne vous a certainement pas intéressé. Donc voilà, donc du coup, je pense que le bonheur, c'est un thème qui devrait nous intéresser tous, et sur lequel on devrait tous focaliser en fait. On devrait en faire tous. Excusez-moi, je suis un petit peu dans le noir, alors je sais pas pourquoi. Le téléphone qui... Excusez-moi, bon ça va revenir, voilà. On devrait tous faire du bonheur un intérêt spécifique, une passion, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, si c'est dans le mode Asperger, ils appellent ça intérêt spécifique, une passion. Moi, j'en ai fait une guidance de vie, parce que c'est ce qui m'a sauvé la vie, de vouloir être heureuse tout simplement. C'est le paradoxe de c'est quoi le bonheur. C'est quoi le bonheur? En fait, en se posant la question de c'est quoi le bonheur, déjà, le bonheur, ça se vit en fait, ça s'expérimente, on se pose pas la question de savoir c'est quoi le bonheur, il faut faire le choix. C'est-à-dire que moi, le jour où j'ai dit, bon maintenant je veux être heureuse, en voulant être heureuse, du coup, vous faites forcément des recherches, et du coup, vous allez forcément aller sur cette question, c'est quoi le bonheur, mais c'est pas...
je veux être heureux et je me pose la question, c'est quoi le bonheur? Bah non, je veux dire, c'est quoi le bonheur? On n'en sait rien avant de l'expérimenter en fait. C'est trop vaste comme question. On peut pas miser notre vie sur c'est quoi le bonheur et rien faire pour changer notre vie. Et puis toujours se poser la question, c'est quoi le bonheur? C'est comme l'amour, c'est quoi l'amour avec un grand A? Mais ces réponses-là, vous les aurez une fois que vous l'expérimenterez. C'est quoi le bonheur? Bah moi je peux vous dire c'est quoi le bonheur. Et l'amour, c'est quoi l'amour? Bah je peux vous dire, maintenant que je suis dans l'expérience du truc, c'est un peu plus facile de trouver une réponse à ça, mais une fois qu'on n'est pas dans l'expérience, on ne peut pas trouver de réponse. Donc c'est quoi mes réponses? Bah, c'est les mêmes réponses que les autres personnes qui sont dans cette expérience de vie-là, parce que c'est une expérience, en fait, la vie, on a des réalités, on choisit notre rôle plus ou moins inconsciemment avant de se décider à reprendre conscience de notre vie et de se dire, bon, jusqu'à présent, j'ai été cet acteur-là, avec cette réalité dramatique de ma vie. Maintenant, je change tout, je change de paradigme, de réalité et je change de rôle, je change d'acteur. Je deviens quelqu'un d'autre. Et pour cela, bah, je transforme ma vie, je transforme mon scénario. Donc, ok, bah, maintenant, je suis malheureuse. Et ben, c'est simple. Déjà, si on dit que le pouvoir du subconscient ne fait pas la différence, si je pense que je suis malheureuse, et que du coup mon subconscient ne fait pas la différence entre c'est vrai et c'est pas vrai, bah forcément je suis malheureuse. Puisque je dis que je suis malheureuse, je le pense, bah forcément, je peux que l'être, puisque je le pense. De la même manière que si j'ai dit je suis bipolaire, bah je ne peux qu'être que bipolaire. C'est de la même manière que si je dis je suis bipolaire, schizophrène, et que je me fais violer toutes les 5 minutes, bah je ne peux qu'avoir cette réalité-là. Et si je fais que boire et je comprends pas, ma vie c'est toujours comme ça, je bois ou même sans boire, enfin j'ai toujours des problèmes, je rencontre que des mecs qui me font du mal et tout ça. Bah oui, là d'accord c'est ta réalité, mais en même temps c'est un cercle vicieux, que soi-disant c'est neuroscientifique, puisqu'ils ont quand même soi-disant des preuves scientifiques de ce qu'ils affirment que c'est vraiment vrai, en disant qu'on est ce qu'on pense, et c'est aussi Gandhi qui disait, soit le changement que tu veux voir opérer dans le monde, et Nelson Mandela qui disait, tu es ce que tu penses, bah si tu dis que je suis ma réalité, du coup tu le penses que tu l'es, d'accord, tu l'as cette réalité-là, mais si tu fais de continuer de la penser, elle ne peut pas changer cette réalité-là. Il y a un moment, il faut dire, bon d'accord, ok, bah là je suis comme ça, et puis je vais être comme ça. Donc il faut savoir ce qu'on veut devenir, en fait, ça c'est quand même clair et net. Si on ne sait pas ce qu'on veut devenir, il faut savoir ce qu'on ne veut plus. Donc bah moi je voulais plus être bipolaire, je voulais plus être à tendance schizophrène, je voulais plus être borderline, suicidaire, anorexique, tout ça là, toutes les réalités, les pires que j'avais de ma vie, me faire violer toutes les 3 minutes parce que, enfin en gros, c'est pour vous dire ça, je me faisais pas violer toutes les 3 minutes, mais enfin je me faisais quand même abuser ou violer relativement récurrent, en mode répétition. Ça commençait à me saouler franchement, parce que quand j'étais dedans, bon voilà, mais là après il y a un moment, j'en avais marre, donc en plus, et puis à la fin, j'avais plus de crédibilité à mes propres yeux, parce que je disais toujours, faut que j'arrête de boire, puis j'arrêtais jamais de boire ou de me droguer, et puis du coup je répétais toujours, puis à chaque fois je me disais, oh non mais faut que j'arrête de boire, et bon il y a un moment, je me saoulais moi-même en fait, je me disais, mais c'est pas possible quoi, faut que tu fasses quelque chose. Le boulet quoi, c'est pas un boulet, moi j'étais un canon quoi, c'était genre c'était pas le boulet quoi, c'était vraiment le truc bien pesant quoi. Donc bon il y a un moment, être son propre boulet, bon ça va 5 minutes, et donc du coup bah, j'ai dû faire le choix quand même de me dire bon bah vraiment là il va vraiment falloir que tu arrêtes de boire, ça c'est clair et net, et du coup bah le fait de commencer de voyager, ça m'a quand même restructuré dans ces mauvaises habitudes de vie. Donc je dis pas que le fait de commencer de voyager, j'ai complètement arrêté de boire et tout ça, mais j'ai quand même dû me recadrer entre guillemets, parce que je pouvais pas être en Afrique du Sud à mon premier voyage et puis être complètement inconsciente sous l'alcool et perdre mon passeport, la carte de crédit, enfin tout ce que vous imaginez, les problèmes que ça m'aurait posé si j'avais été à l'étranger, surtout que j'étais la professionnelle pour perdre mon sac et ma carte d'identité et ma carte bancaire à chaque fois. J'ai toujours perdu mes papiers d'identité, c'était toujours tout un truc. J'ai une anecdote là-dessus, sur ça. J'avais perdu mes papiers à Londres, au festival de Notting Hill, une semaine avant justement mon départ pour l'Afrique du Sud, et j'ai failli ne pas partir à cause de que j'avais plus de carte bancaire, et coup de bol, la carte bancaire est arrivée à la maison. La seconde, j'ai fait opposition, et
La carte d'identité, j'en avais pas besoin parce que j'avais besoin de mon passeport, mais sans carte d'identité, de carte bancaire, je sais pas si je serais partie en Afrique du Sud, quoi. Premier voyage, en plus, on a besoin de sécurité. La carte bancaire, c'est quand même la sécurité. Excusez-moi, je suis encore dans le noir. Et donc, du coup, je sais pas pourquoi ça fait ça à chaque fois, ça se met dans le noir. Ah, voilà. Du coup, voilà, donc petite anecdote rapide. Donc du coup, voilà, ça, le voyage m'a quand même fait me restructurer plus ou moins, mais j'ai quand même, dans mes voyages, pris des drogues et tout ça, et j'ai quand même fait n'importe quoi dans des voyages, mais quand même relativement beaucoup moins, et puis ça a été en diminution, et puis ça a été, le voyage m'a permis quand même de faire les synchronicités de vie, et d'aller sur le chemin de la guérison, et puis voilà, donc le voyage permet quand même de casser la routine et ça permet l'épigénétique, le changement d'environnement pour le changement de gène. Donc si en fait on a une famille schizophrène avec des tendances bipolaires, maniaco-dépressives et tout ça, comme dans généralement la plupart des familles, s'il y en a un cas, généralement il y a d'autres cas, soit des cousins, soit des parents, enfin voilà, donc c'est pas une personne dans une famille qui est comme moi bipolaire, schizophrène. Moi j'ai un cousin qui est schizoïde, l'autre qui est maniaco-dépressif, et puis les parents on n'en parle pas, enfin je veux dire on n'en parle pas parce qu'on n'en parle pas, mais bien sûr qu'il y a une souche derrière tout ça. De toute façon souvent l'Asperger, on dit que c'est génétique à 80%, donc l'Asperger il a des comorbidités, donc si on a des comorbidités liées à l'Asperger, du coup si on est Asperger, les parents le sont forcément, quoi. Donc du coup si on est schizophrène parce qu'on est Asperger, du coup c'est parce que les parents sont soit Asperger ou soit de toute façon ils sont forcément Asperger. Si toutes les comorbidités viennent du fait d'être Asperger, les parents le sont, sauf que eux ils ont un niveau d'adaptation qui est un peu plus élevé que celui des enfants, et du coup eux, comme en plus ils sortent de la guerre et tout ça machin, eux ils s'adaptent plus en société, reconstruction, tout ça, on paraît normal, on met nos masques, et puis je suis bien, tout va bien, même je prends pas de médicaments, je suis papa pervers narcissique, maman sadique perverse narcissique, ou je sais quoi, quel trouble psychiatrique que les parents peuvent avoir la plupart du temps. De toute façon c'est humiliation machin. C'est rare quand même de nos parents, ceux qui sont parfaits et puis qui ont connu des enfances pareil, eux, dans leur éducation, parce qu'en fait tout ce que nous on a manqué nous-mêmes en tant qu'enfants, nos parents ils l'ont aussi manqué. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils reproduisent sur nous ce que eux ont manqué, et du coup c'est après pour ça que nous on souffre des mêmes carences que nos parents, en fait. Exactement, c'est la même chose, on fait que répéter. De toute façon on répète tout en boucle comme ça. Excusez-moi, je suis encore dans le noir. Je ne sais pas si ça va revenir, la lumière, donc c'est l'obscurité qui jaillit la lumière, c'est toujours bien, mais bon, écoutez, je vais continuer comme ça, c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais essayer de pas trop m'éloigner. Donc voilà, l'évolution est possible. La Vipassana. Alors, pourquoi je vais parler de la Vipassana? Parce que du coup, la Vipassana, pour ma part, ça c'est pour ma part, après chacun est différent, mais je pense sincèrement que c'est le boost de chez Boost au niveau de l'accélération du processus de guérison. C'est-à-dire que moi j'en suis à ma 4e, donc j'en fais une par an. Par contre, moi, je fais jamais dans les centres. Excusez-moi, la lumière qui est partie encore. Je ne fais jamais dans les centres. C'est peut-être parce que je bouge trop. Je vais essayer de pas trop bouger. Je fais jamais dans les centres qui sont dans tous les pays. Je le fais toute seule. Moi, je me choisis un endroit dans lequel je me sens bien. Généralement dans la nature, et puis je respecte le programme des centres de Vipassana. Alors pourquoi je vais pas dans les centres? Parce que déjà j'aime pas les trucs en groupe, et puis j'ai l'impression que c'est un peu une secte, le truc. Ça m'inspire pas, parce que du coup les vidéos là que parce que je fais exactement pareil mais toute seule. Je télécharge les vidéos de Goenka qui sont en téléchargement gratuit sur YouTube, et puis je télécharge en fait j'ai 20 vidéos, enfin c'est pas 20 vidéos, il y en a 10, plus après il y a 2 vidéos de les morning chanting du matin, mais en fait sinon c'est 10 vidéos, et ces vidéos là ils les passent à la fin de la journée quand les méditants ont médité leurs 10 heures. Et à la fin, donc ils ont mangé, tout ça, donc on mange que 2 fois par jour, on se lève à 4h du matin. Déjà moi je peux pas faire ça, me lever à 4h du matin. Si je me lève à 4h du matin, je vais passer toute ma journée à lutter contre le sommeil, c'est pas la peine. Donc moi à 4h du matin c'est l'heure à laquelle je me couche, donc ça va pas être possible. Donc déjà rien que pour ça je peux pas la faire, la Vipassana en centre.
Et moi, je fais les 10 heures par jour, mais à l'heure à laquelle je me réveille, c'est-à-dire, en fait, j'adapte mon programme. Si par exemple, il y a un jour, j'ai pas réussi à m'endormir avant 5 heures du matin, et ben, je vais pas commencer ma méditation à 6 heures. Je la commencerai à 10 heures. Par contre, je la finirai à 2 heures du matin. Enfin, je fais 10 heures à partir de l'heure à laquelle je commence ma journée. Normalement, j'essaie quand même de me réguler et de me lever tous les jours, plus ou moins. On va dire, j'essaie de la faire à partir de 8 heures du matin, la méditation. Et généralement, comme j'ai médité toute la journée pendant 10 heures, le soir à minuit, 1 heure, je tombe effondrée et généralement, je m'endors. Hein. Donc, voilà, comme je fais. Et donc, du coup, les vidéos là que je télécharge et que je passe exactement à la même heure, plus ou moins, eux, ils les passent à 21 heures le soir. Moi, je les passe du coup souvent à 23 heures, minuit. Mais c'est la même chose, je les regarde après avoir fait 10 heures de méditation. Donc j'ai le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, et du coup ces vidéos-là, vous voyez Goenka avec sa femme ou je sais pas qui c'est à côté, il y a une femme là qui l'accompagne. Et franchement, bon, moi personnellement, je me verrais pas du tout dans un centre avec des fois il y a 150 élèves qui viennent pour faire cette retraite de 10 jours. Donc vous êtes avec 150 élèves. Des fois c'est 80, 70, 50, 30, ça dépend le centre, ça dépend quel pays. Si c'est en Inde par exemple, les centres sont énormes, donc vous avez vraiment de l'espace et vous pouvez avoir vraiment plein d'élèves, des élèves qui viennent du monde entier, toutes les cultures, toutes nationalités qui viennent pour faire ces 10 jours de retraite de 10 heures par jour pendant 10 jours. Donc on vous donne à manger, vous avez vos heures de repas, vous vous levez à 4 heures, votre petit déjeuner il est genre à 7 heures le matin, vous avez une pause, donc vous avez donc en fait 3 heures par jour, vous devez absolument ne pas bouger et même pas ouvrir les yeux, pas regarder l'heure, rien. Et donc c'est 3 fois pendant 1 heure par jour. Et après, toutes les autres méditations, c'est entre 1 heure et 1h30. Et vous avez à chaque fois une petite pause de 5 minutes. Et surtout, on ne regarde pas les yeux les autres, on ne parle pas pendant 10 jours. Et on ne peut pas de contact avec les yeux. Vous partagez la chambre avec quelqu'un. Donc moi, ça c'est pareil. Si l'autre ronfle, ça va pas du tout m'intéresser. Ou qu'il bouge et tout. Enfin, moi, j'aime bien être toute seule et tout. Donc je peux pas. Après la nourriture, moi j'aime manger ce que je mange, je suis hyper tout bio, eux aussi hein, ils font végétarien machin et tout, mais ça dépend, enfin la nourriture j'y accorde tellement une place importante maintenant que j'ai pas envie de me retrouver pendant 10 jours à qu'on me donne des trucs à manger que c'est trop cuit par exemple, ou que je sais pas moi, ça me fait penser peut-être aussi à l'hôpital psychiatrique là quand j'avais fait mes séjours en psychiatrie, le côté cantine comme ça m'intéresse pas trop, ça me donne pas envie en fait. Alors qu'il y en a plein qui aiment le côté de se faire servir et ne pas avoir à cuisiner. Mais moi, du coup, je le fais toute seule. Je privilégie un endroit qui me plaît. Excusez-moi, j'ai mal aux jambes, aux genoux. Je privilégie un endroit qui me plaît dans la nature et puis j'essaye de pas du coup, de toute façon je cuisine plus trop, moi je mange essentiellement cru, donc j'ai pas besoin de passer 3 heures dans la cuisine pendant les 10 jours où je vais méditer, et je vais faire en sorte d'avoir des légumes et puis bien sûr je cuisine toujours quelque chose, des pommes de terre, des pâtes ou des choses, enfin du riz, du quinoa, hein, des choses comme ça, mais c'est rapide et puis je prépare cru et puis une petite sauce comme ça, donc du coup ça me prend pas des temps. Et puis voilà, donc le soir je mets la vidéo de Goenka et le truc de voir Goenka comme ça là avec sa femme et tout. Alors tout ce qu'il dit, toutes ses idées par contre, moi j'applique tout ce qu'il dit. C'est simple là, parce que du coup depuis que je l'ai fait la première, il le dit en direct quand il commence à parler que une fois que vous avez commencé ça, c'est un truc que vous devez faire toute votre vie, puis qu'à la fin des 10 jours, c'est pas genre je fais les 10 jours et puis j'arrête et puis plus jamais je le fais. Non, en fait après vous devez faire 1 heure par jour matin et 2 heures par jour matin, 1 heure et matin et le soir. Donc avec la technique Vipassana. Donc c'est quoi la technique Vipassana? En fait c'est aucune image mentale, ni couleur, ni mantra, ni focalisation sur un objet, rien du tout. Rien du tout. Et rien de toutes ces autres techniques de couleur, mantra, visualisation d'objets, etc. Aucune ne doit interférencer avec celle qui est la Vipassana. C'est le pur vide mental. Bien sûr, on est tout le temps en train de penser, donc on va dire que notre focalisation mentale à zéro pensée, il est là dans le centre. Et en fait, on va se rendre compte
pendant ces 10 jours que notre esprit est tout le temps en train de penser. Donc quand il pense, il part sur les côtés, à penser à tout, à rien, tout n'importe quoi, grave, pas grave, enfin tout et n'importe quoi. De la pire chose au truc vraiment le plus banal. Et vous, à ce moment-là, donc la plupart du temps, vous n'allez pas vous en rendre compte que vous êtes en train de penser, puis d'un seul coup, oups, vous allez vous dire, mais mon Dieu, mais j'étais en train de penser, non, mais je dois me reconcentrer. Donc lui, au début, les 3 premiers jours, il donne la concentration sur le souffle au niveau de la narine dans le nez, parce que il dit que plus donc c'est quand même finalement un objet de concentration. Le souffle, sentir le souffle qui sort de ses narines, mais ce n'est pas comme une couleur ou comme une fleur devant nous ou comme un mantra à répéter, Om Namah Shivaya ou je ne sais quoi. Ou je remercie la terre, la mer, l'univers, la vie, etc. Donc il dit de se focaliser là parce que du coup, comme la zone elle est toute petite et que c'est la respiration et que du coup c'est très infime, le sentiment, le feeling, comment on appelle ça, la sensation que nous avons de souffle sur les extrémités, à la sortie, en fait, du coup, c'est ce qui permet, ça c'est tout au début, quand vous faites la première, moi maintenant j'en suis à ma 4e, je vais entamer ma 5e Vipassana, donc du coup maintenant moi je me concentre même plus ici, je me concentre moi sur le 3e œil ici, mais ça c'est pour les débutants, mais même après peut-être que tout le monde continue, moi maintenant je pratique la technique Vipassana et je me concentre sur je focalise sur le 3e œil, je focalise pas sur ma narine, mais voilà, lui il dit qu'il faut focaliser sur la narine. Et donc du coup, à chaque fois que vous allez penser, vous pensez, puis vous ne vous en rendez pas compte que vous pensez en fait. Puis d'un seul coup, quand vous aviez cet objet d'attention qui était le souffle de votre narine, et là vous vous rendez compte que vous n'êtes plus du tout là, vous êtes parti dans 1001 pensées, hop, vous revenez. Donc en fait, c'est la gymnastique mentale. La même chose que, je ne sais pas si vous avez déjà fait le sport en salle, où vous faites vos muscles là et puis que vous faites comme ça avec les machines pour muscler vos biceps, vous prenez les machines et vous les écartez, et ben c'est exactement pareil. Vous prenez votre centre d'attention qui est votre point ici et maintenant, et dès que vos idées partent, et ben vous faites votre exercice mental, vous revenez, et ça, vous passez votre temps. Moi, ça fait 6 ans maintenant que je médite, même plus, ça fait 7 ans, depuis 2015. J'ai commencé ma première Vipassana en 2018. Donc j'ai fait 2018, 2019, 2020, 2021. En 2021, en juin 2021, j'étais à ma 4e. Là, l'année dernière en fait. Et là, je vais faire ma 5e. J'en fais une par an. Et l'année dernière, j'en ai fait 2 dans la même année. J'en avais fait 2018, 2019. Et en fait, j'ai fait 2020-2021, c'était le passage, c'était en 6 mois d'écart, j'ai fait 2 Vipassana. Ce travail-là que vous faites de muscler votre esprit et de le faire revenir à son point de centrage ici et maintenant, représenté par le souffle de la narine, pendant 10 heures par jour, pendant 10 jours. Dans les 3 premiers jours, c'est le truc de la narine. Et puis après, au bout de 3 jours, excusez-moi, la lumière qui est partie encore. Au bout de 3 jours, je vais me rapprocher. Au bout de 3 jours, voilà. Au bout de 3 jours, vous partez sur le scan du corps. Donc là, vous allez centrer votre attention sur chaque partie de votre corps. La tête, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Vous descendez les épaules, le cou. Et vous devez trouver les sensations. Donc ça, je peux vous garantir que la première fois que vous faites ça, votre première Vipassana, et que vous arrivez au bout des 3 jours, et que là on vous dit le truc parce que ça du coup c'est dans les vidéos que vous regardez, il dit bon bah demain on va passer au scan du corps, tout ça, Puis moi j'avais regardé plein de témoignages de gens avant de la faire toute seule, par exemple le truc de rester 1 heure les jambes croisées, les gens disent qu'ils ont l'impression qu'ils vont finir handicapés tellement ils ont mal aux jambes, des trucs comme ça. Déjà quand moi je vois là maintenant comment je peux avoir facilement mal aux genoux en faisant ces vidéos là, mais quand vous faites la Vipassana, vous essayez de trouver, vous installez bien, mais la première que vous faites, vous essayez de vous installer bien, mais la première c'est la plus dure de toutes. La première Vipassana, c'est vraiment
la plus horrible. Moi, j'avais vraiment l'impression de m'extraire des démons, des entités, des esprits. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai l'impression de me sortir le mal, quoi. Et je souffrais, hein, souffrais physiquement. On a mal au dos, on a mal aux jambes, parce que même donc c'est une heure par jour où on ne bouge pas, mais bien sûr on bougera toujours un doigt, on va toujours ouvrir ses yeux, c'est très rare qu'on y arrive vraiment de pas bouger du tout, alors des fois on y arrive, hein, mais enfin c'est quand même assez compliqué. Mais donc du coup, en fait, c'est là que la Vipassana, elle est merveilleuse dans le sens, dans cette souffrance, et c'est comme dans le yoga, dans cette souffrance, il y a la guérison en fait. Et du coup, le fait de supporter, parce que du coup, là, votre exercice mental, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, et en fait, du coup, bah, vous observez toutes vos pensées, parce que la plupart du temps, vous êtes là, vous pensez, vous vous en rendez même pas compte, vous pensez à plein de trucs, vous pensez à plein de trucs, puis vous revenez. Et en fait, vous, votre but, c'est de ne jamais juger vos pensées, vous les embrassez de votre amour, même le pire pensée. Moi, je pensais à tuer ma mère, j'ai pensé à plein de trucs. Mais ma première Vipassana, maintenant, quand je fais des Vipassana, bah, je peux avoir toutes ces pensées-là qui reviennent, mais j'ai plus envie de tuer ma mère, par exemple. Tout ça, c'est guéri, en fait. Je veux dire, c'est la purification de l'esprit, ça s'appelle la Vipassana. Donc, en fait, la première, elle est la plus hardcore parce que, bah, c'est clair, vous faites face à des pensées que vous n'imaginiez même pas avoir, en fait. Et là, vous vous dites, waouh! D'accord, c'est de ça qu'est fait mon esprit quand même. D'accord. Puis en plus, si en plus vous vous renseignez sur la neuroscience, c'est que ça vous dit que vous êtes à 95% de votre journée sur l'inconscient en mode pensée sans vous en rendre compte et que la plupart sont négatives. Alors si vous êtes en train de ruminer, je veux tuer ma mère, je veux tuer ma mère toute la journée, bah je vous dis pas, hein, forcément après qu'on devient schizophrène, c'est normal. Hein. Franchement, c'est un peu logique le truc. Donc du coup, c'est hyper important en fait de passer par cette observation de la pensée. Alors après, moi je vous donne mon expérience de vie par rapport à la Vipassana. Maintenant que j'en suis à ma 4e, alors attention, moi la première je l'ai fait hyper stricte et puis maintenant je l'ai fait plus aussi strict. Par exemple, si jamais je dois faire 8 heures par jour parce que j'estime que, bah je sais pas moi, j'essaye de faire les 10 heures par jour. Déjà la dernière j'ai fait 8 heures, 9 heures, mais j'ai fait 12 jours par exemple. Si je peux faire 15 jours à 6-7 heures maintenant, voilà, je suis plus forcément à faire 10 heures pendant 10 jours. Je crois que le plus important, c'est la première, de la faire vraiment stricte parce que c'est celle-là qui vous donne la force mentale pour le reste de votre vie, à ne pas retomber dans des addictions, à garder l'autodiscipline. Et puis c'est surtout celle-là qui vous permet vraiment d'observer vos pensées. Et puis c'est surtout celle-là qui vous permet... si vous voulez vous soigner, vous devez continuer d'en faire une par an. Si vous allez en centre, vous ferez 10 heures par jour. Après, voilà, vous avez le droit de sortir aux toilettes et tout, donc vous pouvez très bien aller, si ça vous saoule de méditer les 10 heures, vous avez le droit d'être dans votre chambre aussi. Donc voilà, vous après la manière dont vous allez les faire, ces 10 heures, c'est vous qui gérez le truc, mais il y a un but dans tout ça. C'est-à-dire que si vous y allez puis que vous faites que 2 heures, vous n'allez pas avoir les résultats. Parce que pourquoi les 10 heures ou 8, 9 heures, 10 heures, quoi, on va dire, c'est que dans cette souffrance de je tiens, je suis fatiguée, j'en ai marre, mon corps me fait mal, mes jambes et tout, et puis l'observation des pensées, mon Dieu, ces pensées, c'est horrible, je continue, je reviens, je ressens, je reviens, et comme ça pendant 10 heures, c'est fatigant, c'est usant, mais en fait, c'est ce qui vous permet que après par la suite, quand il y a des gens qui vous déclenchent vos boutons d'énergie négative, par exemple comme moi je faisais des crises, puis je cassais des chaises, je me mettais à hurler, je faisais des crises de panique, j'avais des comment on appelle ça, des je comme ça, j'hyperventilais et tout ça. Quand j'étais en stress énorme, j'arrivais même plus à parler, j'étais en mode vraiment autiste total, quoi. C'est-à-dire que là, j'avais différentes manières de l'exprimer, l'autisme, à ce moment-là, sans savoir que j'étais autiste, mais je voyais bien que j'avais un problème. Après, une fois que j'ai vu que j'avais un problème, là, je voyais que j'avais un problème. Et avant que je voie que j'avais le problème, pour moi, c'était toujours les autres, c'était toujours de leur faute, en fait. Je disais toujours, non, mais ils méritent que je me mette comme ça, c'est de leur faute, ils m'ont provoqué. Je disais pas, c'est qu'ils méritent, je disais, ils m'ont provoqué, blablabla. Donc, voilà. Et donc, du coup, après, là, quand les gens vous déclenchent les boutons, grâce à la première Vipassana, on va dire que si
Avant de faire la Vipassana, on va dire que une personne allait déclencher 10 crises en moi. Et ben après la Vipassana, cette même personne allait déclencher 7 crises. C'est un exemple de chiffres, je n'ai aucunement compté le nombre de crises et le nombre de personnes qui les ont déclenchées, mais c'est pour que vous compreniez que j'ai pu directement voir qu'il y avait des résultats bénéfiques sur mes crises, sur la manière dont je prenais les choses à cœur, l'ampleur la proportion que ça avait. Par exemple, avant, je me mettais à casser des chaises pour des petits trucs quand même, hein. Là, je pouvais voir qu'au lieu de casser 5 chaises, j'allais en casser 3, par exemple. Donc ça, c'était la première Vipassana. J'ai pu tout de suite voir direct les effets bénéfiques sur les crises que j'avais vraiment très très fortes. J'ai vraiment pu voir direct. Et donc, du coup, après de le refaire, parce que Goenka le dit, le maître spirituel qui est un disciple du bouddhisme, du Bouddha et de cette technique Vipassana, et lui, le Goenka, il a toujours, mais il est mort, il avait des centres dans l'Inde et partout dans le monde où ça reproduisait cette technique de Vipassana, qui est à la base une technique du Bouddha. Qui est le Bouddha qui a été illuminé à l'âge de 40 ans. Moi, je vais pas tout vous décrire comme ça, mais il faut que vous vous intéressiez au truc, parce que bon, là, je vous parle comme ça, le Bouddha a été illuminé à 40 ans. Bon, si vous n'êtes pas du tout dans le délire, je veux dire, on s'en fiche un peu que le Bouddha ait été illuminé à 40 ans, mais le Bouddha, on en a tous entendu plus ou moins parler. Et le Bouddha, c'est quand même le symbole de la paix intérieure et de l'illumination, quoi, de l'être qui a atteint un niveau spirituel élevé. C'est l'image qu'on en a du Bouddha, en fait, ou tout au moins le Bouddha qui rit tout le temps avec son gros ventre. Là, voilà, c'est un être joyeux qui est dans la joie. Voilà, et la technique Vipassana, elle découle de la technique du Bouddha, en fait. C'est la technique du Bouddha. Donc voilà, donc j'ai pu vraiment voir les résultats. Et puis donc du coup, comme moi je voulais vraiment me soigner et que j'étais prête à tout, et j'ai appliqué vraiment ce que dit dans Goenka dans les vidéos, qu'il faut le faire une fois par an, et qu'après il faut continuer de méditer 1 heure par jour, 2 heures par jour, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc je vous avouerai que la plupart du temps j'ai fait 1 heure par jour. Généralement je faisais, j'ai eu des périodes où je faisais 2 heures, le matin et le soir, 1 heure, 1 heure, et puis la plupart du temps je faisais le matin 1 heure. Des fois j'ai fait des sessions de 2 heures, 2 heures directes, je faisais mes 2 heures par jour le matin en fait. Mais lui il dit vraiment bien dans les vidéos que c'est bien de faire le matin et le soir, parce que du coup quand vous refaites le soir, vous purifiez toutes vos émotions de la journée qui se sont accumulées, les énergies, les émotions et tout ça. Si vous avez quelqu'un qui vous a stressé par exemple, du coup si vous allez méditer le soir, ça va vous annuler le stress de votre journée, du coup ça vous met d'aplomb pour une bonne nuit de sommeil en fait. Donc voilà, donc du coup en gros j'ai quand même suivi le programme par la suite, et surtout j'ai continué, donc que ce soit 1 heure ou 2 heures, j'ai jamais lâché la méditation, et puis j'ai toujours fait une Vipassana par an, et comme je l'ai fait toute seule, il y a eu des fois où je me retrouvais dans des endroits, par exemple il fallait que je prenne mon camion pour aller chercher de l'eau, donc du coup je me mettais à parler pour demander où est-ce que je pouvais avoir un point d'eau, ou des choses comme ça, où il fallait que je dise bonjour, il fallait que j'aille faire les courses, donc du coup je pouvais pas exactement être sans parler, sans regarder dans les yeux, tout ça, mais tout ça, en fait... c'est quand vous êtes dans le centre, parce que dans le centre, il y a tellement de gens que du coup, ça pourrait vite être un brouhaha de personnes qui chattent, quoi, qui racontent leur vie, leur expérience par rapport aussi à la Vipassana, c'était comment toi aujourd'hui, Et du coup, il le dit, Goenka, que si on se mettait tous à parler entre nous, enfin là-bas dans le centre, moi je le fais pas, mais si les gens se mettaient à parler entre eux, du coup après, à imaginer dans les 5 minutes de pause, s'ils se mettent, alors qu'est-ce que t'as vu toi, et s'il y en a un qui dit, oh waouh, moi c'était génial, wow, j'ai vu Jésus-Christ par exemple, parce qu'il était dans son illumination là en train de planer à moitié, et que l'autre il galère avec ses gymnastiques et puis qu'il n'a pas du tout ce truc là, du coup ça va le perturber, et du coup on se laisse influencer, on veut avoir l'objet d'attention de l'autre, on voudrait vivre la même expérience, tout ça, et du coup quand on est tous différents dans comment on perçoit la chose, donc en fait le truc c'est pas parler et pas regarder dans les yeux, parce que du coup de regarder dans les yeux c'est bien sûr une tentation, donc aussi il n'y a pas d'alcool, pas de tabac, pas de sexe, voilà, donc c'est assez strict pendant 10 jours.
Et surtout quand vous ressortez de là, moi quand je les faisais toute seule ou si j'avais été en centre, ça aurait été la même chose. Bien entendu, vous êtes super, c'est un challenge quoi, c'est-à-dire que les 2-3 premiers jours, là, la plupart du temps, il y en a plein qui veulent arrêter parce que c'est dur, parce que vous avez mal partout et tout. Et puis le maître spirituel avec la vidéo, là, il vous fait... donc en fait c'est gratuit la Vipassana, vous n'avez pas besoin de payer, sauf qu'au bout des 10 jours, vous donnez une donation si vous le souhaitez ou pas. Mais du coup la plupart du temps, comme ils sont super contents les gens d'avoir fait ça, du coup la plupart ils donnent au moins comme si c'était genre 10 € par jour, donc en fait ils donnent l'équivalent de il y a 10 jours, donc minimum 100 €. Et c'est là que ce que je veux dire, c'est là que je trouve que c'est un peu une secte parce que dans le sens où vous imaginez le nombre de personnes qui passent par centre pendant 10 jours à répétition à l'année dans le monde entier, si chacun donne 100 €, à la raison de 10 €, parce que ça je vous dis 100 €, 10 €, il y en a qui donnent 20 € par jour, parce qu'ils disent j'ai été logé, nourri, grâce à eux j'ai fait ça, ils se sentent super contents et tout, il y en a qui donnent 30 € par jour, il y en a qui donnent 50 € par jour, donc vous imaginez même pas le brassage de fric qu'il y a, c'est énorme. Donc du coup, je suis pas vraiment convaincue que tout cet argent-là, il est vraiment réutilisé à des fins humanitaires, par exemple, ou à des fins uniquement humanitaires, ou est-ce que tout cet argent sert uniquement à nourrir à chaque fois les gens qui viennent, à les héberger, payer l'électricité, l'eau et tout ça, parce que du coup il le dit aussi beaucoup Goenka, que comment ça tourne le truc, c'est grâce à tous les gens. Moi j'ai pas fait le centre, mais imaginez que j'aurais été en centre, après je suis contente et du coup j'y retourne et je deviens disciple entre guillemets volontaire, ça s'appelle, et vous servez les autres la nourriture, vous devenez serveur quoi dans le truc, et bénévolement, et du coup c'est comme ça que c'est par les dons et par le fait de le service que la Vipassana continue d'exister, mais du coup les dons ils sont énormes, et il y a en plus de ça il y a le service des gens, donc je me dis qu'ils font beaucoup plus d'argent que ce qui est vraiment ce qui est nécessaire à que cette technique elle soit perpétuée, il n'y a pas besoin d'autant d'argent. Donc qu'est-ce qu'ils font de cet argent-là, ça j'en ai aucune idée. Donc c'est pour ça que moi personnellement j'accroche pas trop, mais par contre la technique en elle-même, moi c'est ça que je regarde, c'est comme tous les gars là, les neuroscientifiques et tout, Joe Dispenza et tout ça, même Bruce Lipton et tout. C'est vrai que si vous les regardez et que vous vous fiez à leur tête et à la manière dont ils parlent et tout, vous pourriez penser que c'est des gars qui vous manipulent et qui veulent votre argent et tout ça. Mais si vous vous fiez à leurs idées et à leurs techniques et que vous payez rien, vous ne payez rien, il n'y a aucune raison de se sentir manipulé par des gourous ou par des sectes quoi. La Vipassana, moi j'en expérimente la technique, j'ai jamais rien payé, je suis jamais allée en centre, mais j'utilise la technique Vipassana, à savoir le truc du souffle au début, puis après le scan du corps, et puis surtout je tiens le truc quoi, le truc de tenir 10 heures pendant 10 jours et d'avoir envie de partir et de rester et d'avoir mal et de rester tout ça, après dès qu'il y a des personnes qui vont vous déclencher les boutons, comme je vous dis, les crises diminuent, puis après au bout de 2 Vipassana, 3 Vipassana, 4 Vipassana, maintenant je fais plus de crise, ça y est c'est fini, les crises à casser des chaises, mais là c'est loin derrière moi ça remonte à la dernière 2000, je sais pas la date, mais après j'ai refait une crise avec mes parents cet été, plus ou moins, parce que j'étais en diagnostic d'Asperger, et c'est mes parents essentiellement qui déclenchent les crises, mais mis à part, c'est-à-dire que maintenant s'il y a un inconnu qui va déclencher un bouton d'émotion, chez moi d'habitude j'aurais fait une crise et cassé une chaise et tout ça, et maintenant, en fait mes émotions ce sont comme des bulles de savon. Avant, elles éclataient au moindre truc. J'ai tellement été abusée sexuellement et écrasée à cause de ça, là, dans mon estime, qu'une fois que j'ai repris le contrôle de plus ou moins de ma vie, j'avais des rages narcissiques d'ego. Donc forcément, au moindre truc, je partais au quart de tour et du coup, les bulles, elles éclataient, tac, 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 et je pétais des câbles toutes les 3 secondes. J'étais vraiment très, très impulsive et très agressive. Et il fallait pas puis j'étais très violente dans ma façon de parler. J'avais un Gilles de la Tourette qui se développait, dès que je faisais une crise, je disais énormément de gros mots à un débit de flot de paroles. C'est un Gilles de la Tourette, c'est en comorbidité de l'Asperger. Mais ça, je le savais pas à l'époque. Moi, je me disais, ouais, ils m'ont provoqué, puis je pourrais même plus vous le faire là, parce que déjà,
Pour arrêter ce cercle infernal des gros mots, quand j'ai dit j'arrête d'être bipolaire, j'ai fait des étapes, hein, bien sûr. J'ai d'abord arrêté l'alcool, les drogues, puis après j'ai d'abord éliminé toutes les substances toxiques extérieures, et puis après j'ai commencé par éliminer une par une tous les comportements toxiques. Genre, si je dis que je suis bipolaire, je vais le rester. Donc à partir de ce moment, je ne suis plus bipolaire. Mais, ou je ne suis plus suicidaire, je ne suis plus ceci. Mais bien sûr, entre le moment où vous le dites, il faut travailler pour ne plus l'être. Et puis c'est pas comme ça, hein. Puis ce que je vous disais, j'ai guéri il y a 80% de ma bipolarité. Des idées de suicide, je peux encore en avoir si jamais j'ai un choc qui va me venir, parce que je reste hypersensible. Ou quand je vois par exemple la destruction du monde, tout ça, je peux avoir des idées de suicide qui me viennent à me dire que l'humanité va droit dans le mur et tout ça, le collapse, et ça peut me venir une idée de suicide, mais c'est minime, c'est-à-dire que ça reste pas longtemps, mais par contre j'ai pas le droit à l'erreur, c'est-à-dire je peux plus boire l'alcool, je peux plus fumer de cannabis, je peux plus prendre de drogue, et surtout je peux pas avoir un rythme qui sort de mes besoins vitaux, c'est-à-dire que moi je me couche très tard et je me lève, il faut que je dorme mon compte, donc c'est-à-dire que si jamais demain, on m'impose un rythme de sommeil où on me dit tu dois te lever tous les matins à cette heure-là pour aller, comme à l'époque je le faisais pour aller travailler en tant que vendeuse, à cette heure-là, et du coup j'ai pas dormi mon compte, et que du coup j'ai pas le temps de faire la méditation le matin parce que j'ai pas dormi assez, et que du coup je peux pas méditer 1 heure si je suis déjà en retard pour aller au travail. Du coup je vais devoir passer outre ma méditation. C'est ça le problème des gens quand nous travaillons, on est toujours en train de courir et on s'oublie complètement et on n'a pas le temps de méditer, on prend pas le temps de méditer, mais c'est clair que si vous êtes à la boue parce que vous n'avez pas dormi votre compte et que vous réveillez, vous entendez à peine l'alarme et que vous allez la faire quand la méditation, donc vous la ferez le soir, mais si le soir vous rentrez, que vous êtes fatigué et que vous devez aller prendre votre douche, manger et qu'il est déjà 11h, vous vous endormez en méditant et vous ferez jamais vos 2 heures par jour, c'est pas possible. Donc moi dans mon cas, avec tous les problèmes psychiatriques que j'avais, il fallait vraiment que je prenne une vie alternative où je suis complètement maître de diriger mes horaires comme je le veux, parce que si on m'impose un rythme qui n'est pas le mien, je suis pas en burn-out direct, je refais des dépressions, ça c'est clair et net. Donc en fait finalement je coûterais beaucoup plus à l'État que d'être dans la situation dans laquelle je suis là actuellement, en étant complètement indépendante avec la musique, et c'est-à-dire que c'est la musique qui me permet si j'ai besoin de faire de l'argent, je me trouverai une manière d'entrer de l'argent grâce à la musique, et sachant que c'est surtout je dépense beaucoup moins que ce que j'ai dépensé à l'époque quand je travaillais, mais malgré que même quand je travaillais, j'ai toujours mis de l'argent de côté en fait. Donc du coup, je me retrouve maintenant dans une situation que il faut pas que j'aille travailler et garder un emploi en CDI, par exemple, qui ne me plaît pas, comme j'ai pu le faire de vendeuse, garder 4 ans. Voilà, je suis arrivée à un moment de ma vie où maintenant où je dois me soigner et j'ai pas le temps de travailler pour un patron, parce que sinon je vais m'oublier moi, et là je refinis directement en psychiatrie, et je coûte cher à l'État, parce qu'une chambre d'internement en psychiatrie c'est 500 € par jour. Donc ça fait cher. Donc vaut mieux que je me soigne et tout le monde est content comme ça. Moi pour pas retourner en psychiatrie, et les hôpitaux pour pas avoir à m'y accueillir, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont plus besoin que moi à cette actuelle des choses là, comme je suis dans la capacité de reprendre ma vie en main et de me rendre compte qu'il y a des clés et je les utilise, je le fais, ça marche. J'ai plus ma place en psychiatrie, quoi. Je suis plus en burn-out, je fais plus de crise, j'ai plus de crise maniaque à mettre ma vie en danger, j'ai régulé tout ça. Alors après, c'est ce que je vous dis, je suis pas encore guérie totalement, mais quand même, c'est-à-dire que la personne que j'étais avant et la personne que je suis maintenant, donc c'est quand même grâce à la Vipassana, le fait, comme je vous dis, la première, elle a été déjà miraculeuse au niveau de... Alors forcément, comme je vous disais, au lieu de faire 10 crises, j'en faisais 7. Donc si pour moi c'est un miracle et que pour vous c'en est pas un, pour moi c'est un miracle, parce que rien que d'en perdre 3 de crise, c'est énorme.
Si pour vous, vous le voyez comme, bah non, elle fait encore 7 crises, moi je le vois pas comme ça. Moi je le vois comme j'en ai perdu 3 de crises. Donc du coup, pour moi c'était déjà miraculeux, malgré qu'il y avait encore beaucoup d'efforts à faire, hein, ça c'est clair et net. Et puis bah, après la deuxième Vipassana, la troisième Vipassana, je pense que c'est déjà au bout de la deuxième que là, ça avait diminué les crises. Je vous dis, j'ai vraiment arrêté les crises après, je pense, la deuxième Vipassana ou la troisième, peut-être, je sais plus trop, parce que la quatrième, oui, déjà la troisième, je faisais plus de crises, des crises à casser les chaises et à hurler. Des fois, j'hurlais, ou à me claquer la tête dans les murs, ou à me faire du mal. Je me brûlais avec les cigarettes, je me faisais vraiment beaucoup de mal. Tout ça, j'ai arrêté. Donc, ce que ça m'a permis aussi, c'est l'attention, beaucoup plus de concentration. Ça m'a permis aussi la méditation. En fait, j'allais dire, la méditation m'a permis de travailler mon logiciel de production, mais en fait, là, le logiciel de production, c'est pas la méditation, c'est le fait que j'en ai fait un intérêt spécifique lié à l'autisme Asperger, ou que ça a été ma passion, vous l'appellerez comme vous voulez, j'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que le fait après de me mettre à la méditation, bah, ça a amplifié ma capacité d'attention, parce que normalement à la base moi j'avais un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, j'étais incapable de me concentrer sur des trucs parce que ça m'intéressait pas tout simplement, et je pense que le jour où j'ai capté ce qui m'intéressait, bah là je pouvais m'intéresser. En fait je pense que finalement tous les gens qui ont des troubles de déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité, on l'a jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose qui nous passionne, et je crois qu'il faut trouver ce qui nous passionne. Et du coup là, et après c'est clair que moi si vous me reparlez de trucs qui m'intéressent pas, franchement je vais pas calculer, hein. Ça va pas marcher. Donc voilà, donc la méditation c'est quand même pour moi le miracle de cette humanité, pour moi, et aussi parce que tous les scientifiques, les neuroscientifiques le disent, c'est prouvé scientifiquement que si on se met tous à la méditation, l'impact que nous aurons à l'échelle globale, ben en gros on éradique les guerres, on éradique tout, la pauvreté, l'injustice, tout quoi, tout s'arrête en fait, tout l'enfer, parce que finalement l'enfer et le paradis il est en nous, et nous sommes, bah moi j'étais Hulk là en mode démon machiavélique, qu'avec mon frère là on était avec nos idées où on disait on va tuer nos parents et se suicider après, imaginez des idées comme ça, en mode schizophrène total, bah quand on crise comme ça, qu'on veut tuer les gens et tout parce qu'on supporte plus soi-même, on supporte plus rien, bah on est le démon à ce moment-là, on est le diable quoi. Et du coup quand vous imaginez que vous avez la possibilité de transformer ça et de devenir bah finalement l'ange de votre propre vie, en fait, votre vie, vous en faites c'est un royaume, votre vie. J'ai lu ça il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça super beau. C'est un royaume, et en fait voilà, vous faites le royaume, vous en faites un royaume de ce que vous voulez. Vous pouvez en faire un royaume du dark side ou un royaume du paradis quoi. Et du coup bah si c'est vous décidez de qui entre dans le royaume, vous décidez de qui reste à la porte, vous décidez de qui peut visiter le royaume et repartir parce que ça ne vous convient pas, la personne, et vous dites bon bah ça non, dans mon royaume c'est pas comme ça que ça se passe, et en fait vous faites ce que vous voulez de votre royaume. La personne là elle appelle ça le royaume, moi j'appelle ça la dictature du bonheur. C'est-à-dire que moi ma dictature du bonheur, c'est dictature du bonheur avec pardon. Je pardonne les gens qui ne sont pas dans mes valeurs, mais par contre c'est ça, moi c'est mon royaume, hein. Mon royaume c'est le royaume du bonheur, ça marche avec sourire, respect, bienveillance, écoute, altruisme dans le sens je push up les gens, c'est-à-dire dans le sens où je les valorise et non pas je ne les humilie pas, et après tout ce qui ne vibre pas avec finalement ces valeurs d'amour, ben direct, hein, moi c'est bye bye, hein. Je cherche même plus à comprendre, et puissant. Alors là par contre ça c'est pareil, hein, la méditation elle m'a enlevé une épine du cœur parce que je souffrais tout le temps que les gens se comportent pas comme j'aurais aimé qu'ils se comportent, parce qu'ils m'ont pas dit ce que j'aurais aimé qu'ils me disent. Je souffrais beaucoup aussi des gens qui vous répondent pas aux messages, ou qui voient vos messages sur WhatsApp, il y a les 2 traits qui se mettent en bleu, par contre ils vous répondent jamais. Alors là ils prennent 2 secondes à regarder le message. Ils sont curieux de savoir ce qu'il y a dans le message, ils regardent, et alors je sais pas ce qui se passe, on va pas faire de supposition, on va appliquer les accords Toltec. Pourquoi ils ne répondent pas? Aucune idée. Alors je ne me le prends pas personnellement, grâce aux accords Toltec, et je ne fais pas de supposition, grâce aux accords Toltec. Et je fais de mon mieux, et je suis impeccable avec ma parole, donc je ne dis pas de mal de ces gens-là,
Je ne pense pas que, par exemple, ces gens-là, je n'applique pas ma parole en magie noire en disant contre moi, par exemple, bah oui, mais c'est parce que je suis trop sur eux, donc du coup, ils mettent des distances, ils veulent pas me répondre parce que je les saoule peut-être et parce que voilà, ça c'est moi, c'est comme ça, c'est à cause de moi et tout ça. Et du coup, eux, bah regarde comment ils sont vraiment sans cœur, voilà. Donc là, je me fais de la magie noire contre moi et contre les gens parce qu'en fait, si ça tombe, la personne, elle a complètement zappé de me répondre parce que sa mère elle est en train de mourir à l'hôpital, hein, voilà. Donc du coup, on se fait des gros films pour rien. Mais je peux vous garantir que ce truc de WhatsApp, moi, les messages, Messenger, machin et tout, ça m'a fait faire des burn-out, ce truc-là. Je souffrais vraiment. C'était horrible, je voulais me suicider même du manque d'attention que je recevais, de ce manque d'attention que je recevais finalement et de l'attention que je ne recevais pas par rapport à mes vues sur YouTube pour la musique. Des fois je mettais des vidéos, je me disais j'ai un moment j'avais 1500 amis, j'ai fermé le compte Facebook, j'ai fermé mais j'ai tout viré. Et puis j'ai remis à zéro pratiquement, je me disais mais j'ai combien d'amis là et je reste à 5 vues. J'ai 5 vues sur YouTube, c'est quoi ce délire? Et donc du coup ça me saoulait en fait, ça me frustrait, ça me faisait souffrir, c'était horrible. Bah tout ça grâce à la méditation, bye bye. Hein. Là franchement maintenant j'en rigole, j'en ris. C'est un miracle, on arrête de souffrir inutilement, donc c'est la méditation, plus les accords Toltec, plus appliquer le Ho'oponopono, que quand quelqu'un justement se comporte pas de la manière que vous auriez aimé qu'elle se comporte, vous ne faites pas supposition, vous ne prenez pas personnellement, puis vous appliquez le Ho'oponopono, vous dites je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime et merci, ça rééquilibre la responsabilité qu'on a nous aussi dans la situation et ça balance le truc que c'est la faute de l'autre, on y met notre responsabilité tout en rééquilibrant le truc et en mettant de l'amour et de la lumière et franchement ça marche vachement aussi. Donc voilà, c'est toute une accumulation de trucs, c'est pas que la Vipassana qui a fait que je vais beaucoup mieux maintenant, mais sans la Vipassana, je pense que la personne que je suis maintenant, il aurait fallu que j'attende encore. Sincèrement, je serais encore en train de souffrir. Je me serais peut-être suicidée sans la Vipassana. Ouais, clairement, si j'avais pas la méditation, c'est clair et net, je me serais suicidée. Si j'avais juste la méditation et pas la Vipassana, je me serais certainement pas suicidée. Du coup, par contre, je souffrirais encore, je pense. Il y aurait des choses qui me feraient encore souffrir et puis du coup je serais pas celle que je suis là maintenant actuellement. Cette personne que je suis là actuellement, il aurait fallu que j'attende au moins 5 ans pour pouvoir atteindre ce que je suis là au niveau de la sagesse du cœur, de plus souffrir inutilement et surtout dans le non-jugement de l'autre et de l'acceptation de que ok, on est tous comme on est et je vous accueille tous, mais dans mon royaume, attention, hein, c'est mon royaume, on n'y met pas les pieds si ceci, cela, mais après vous pouvez rester à la porte et sur le seuil de mon royaume, vous êtes tous les bien-aimés. En fait, c'est ça, c'est aimer tout le monde comme tout le monde est, parce qu'on peut pas faire comme ça avec les gens. Chacun son royaume et tout le monde n'est pas prêt à faire c'est un saut quantique en fait, ça s'appelle. Hein. Je l'ai lu après par la suite, l'éveil spirituel comme ça et la détermination qu'on met à se soigner, de passer de telle personnalité à telle autre personnalité et se construire un avant et un après, un avant et un après, et faire que de son présent détermine notre futur. Toute cette conscience de que finalement c'est pas irréversible comme je suis là et que j'ai le pouvoir de faire que ce que je suis là maintenant, ça va être ma force dans le futur et je mets tout sur mon présent bien entendu pour faire que ok, ce qui me colle à la peau depuis 20 ans là, dans mon présent maintenant, je dois mettre le paquet, les bouchées doubles pour travailler sur tout ce que je suis consciente qui m'a fait du mal dans mon passé, parce qu'on est conscient à un moment de ce qui nous fait du mal, de ce qu'on reproduit, voilà, et donc du coup, voilà, si on voit qu'on se fait violer tout le temps, parce qu'on boit tout le temps, il y a un moment, il faut arrêter de boire, c'est clair et net, donc il faut arrêter de boire, donc il faut tout faire pour arrêter de boire, quoi, donc si on veut arrêter de boire, il faut arrêter d'aller en discothèque, il faut arrêter de voir les gens qui boivent, c'est pas genre j'arrête de boire, mais j'ai encore 4 bouteilles de vin dans mon placard, et puis je fais des apéros, et puis tout ça, non, si vous voulez arrêter de boire, vous allez déjà éliminer plein de gens autour de vous, parce que la plupart des gens boivent
boivent. Donc, enfin, pas la plupart des gens boivent, mais la plupart de votre entourage, souvent si vous buvez, c'est que votre entourage boit. Et vous buvez avec votre entourage. Donc, si vous voulez arrêter de boire, ça veut dire faire un choix. Et la plupart du temps, le choix d'arrêter de boire va avec un choix de changement d'entourage. Donc, vous éliminez des gens de votre vie. Enfin, c'est tout un... Le fait de vouloir changer de vie, ça remet plein de trucs en question. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si vous voulez vous rester avec la même vie, vous restez avec la même vie. Moi, pour ma part, j'ai éliminé tout mon entourage d'avant. Après, ils sont dans mon cœur. Et après, c'est pas pour autant que je suis pas contente de les voir. Mais après, c'est plus des gens que j'ai autour de moi. Parce que forcément, si c'est pour être influencé toutes les 2 minutes avec l'alcool, que eux ne buvaient peut-être pas comme moi et allaient certainement pas se faire abuser comme moi après ou violer. Mais du coup, c'était des gens qui m'influençaient à boire, tout simplement. Et donc, du coup, voilà, j'ai pas eu forcément des gens alcooliques dans mon entourage, mais c'est des gens qui boivent, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, tout ça, c'est petit à petit. Forcément, après, quand j'ai arrêté de fumer, je peux pas être avec que des fumeurs parce que déjà, j'ai même plus envie de sentir la fumée. J'ai pas envie d'être une fumeuse passive. Bien entendu, quand j'ai arrêté, avant, la première chose que j'ai arrêté, les drogues, les cocaïnes et tout ça, je pouvais plus, du coup, faire de soirées parce que la plupart des soirées à Ibiza, tout ça, la plupart, elles sont avec cocaïne, tout ça. Donc, après, on change d'entourage, on va vers, du coup, après, moi, j'ai fait un réseau de connaissances avec le yoga, la méditation, et du coup, on faisait des soirées entre nous avec des thés, des infusions, des trucs un peu plus, on prend soin de notre corps, voilà, des massages, voilà, et donc après, c'est clair que si vous êtes en mode discothèque, cocaïne et boum boum, vous allez vous dire, enfin si vous me regardez là vous voyez pas, mais je suis tatouée de tous les côtés, je sais pas si vous voyez ça se voit pas là, mais j'ai une robe, enfin je suis très branchée fashion victime, et puis voilà, c'est pas parce qu'on est en mode tatou, piercing et rasta machin, qu'on a été à Ibiza et qu'on a pris des drogues et tout ça, qu'on n'a pas le droit à l'évolution et qu'on n'a pas le droit de faire des thés, des infusions, manger bio, mais devenir vegan comme je suis en train de devenir. Je suis en train de même là devenir vegan. Je mange encore du fromage de temps en temps, mais les œufs ça m'intéresse plus trop, mais j'adore les œufs pourtant, hein, mais j'adore le fromage aussi, mais je suis en train j'ai éliminé viande et poisson, ça c'est définitif, ça fait 5 ans, et je suis en train de tourner vegan, quoi. Mais bon, pour le moment, j'ai encore un peu de fromage par-ci par-là, et un peu de yaourt, et par-ci par-là, donc bon, c'est des glaces, des trucs comme ça, je suis pas encore vegan, je suis végétarienne pour le moment. Voilà, donc du coup, et c'est pas pour autant que... mais c'est vrai que ça peut paraître, hippie chic, quoi, genre, je deviens vegan, je suis végétarienne et tout, machin, mais non, c'est une évolution, c'est la conscience tout simplement. Donc après la conscience, elle vient avec, c'est pas par pas, hein, vous pouvez pas être conscient d'un seul coup de tout, pour tout, faut y aller petit à petit, quoi, c'est pas, faut pas vouloir être trop pressé, puis il faut faire des changements un par un, et puis voilà, pour devenir le modèle de ce qu'on veut vraiment représenter et être tout simplement, quoi. Moi j'aspire à être la personne que je souhaite être dans le futur, et je suis en train de la devenir. Ça va pas avec manger de la viande, ça va pas avec boire de l'alcool, ça va pas avec ni même manger du poisson, ça va avec le respect, avec la protection de la nature, avec la protection de mon être, mon corps, mon cœur, et donc le respect de la nature, de la planète, de l'être humain en général. Je veux rééquilibrer toutes les injustices, enfin je veux un beau monde tout simplement, quoi. Je veux un monde à mon image. Je veux transformer le monde de la même manière que je me suis transformée. Et ça, c'est en appliquant ce que Gandhi dit, soit le changement que tu veux voir opérer dans le monde. Moi, pour ma part, je suis en train de faire ma part. C'est le petit colibri de Pierre Rabhi qui est mort il n'y a pas longtemps. J'ai pleuré d'ailleurs quand j'ai su qu'il était mort, parce que c'est grâce à lui que j'ai découvert la légende du petit colibri qui éteint l'incendie avec sa petite goutte d'eau, puis tout le monde se moque de lui dans les autres petits colibris, à qui lui disent qu'est-ce que tu fais avec ta petite goutte d'eau, et qui dit si on se faisait tous la petite goutte d'eau, on fait notre part, et l'incendie il est éteint. Mais personne ne fait la petite goutte d'eau parce que pour eux ça leur paraît dérisoire qu'une petite goutte d'eau, mais oui, mais une petite goutte d'eau pour une petite goutte d'eau. Donc en fait c'est bien cela, si nous tous nous transformons et que nous éradiquons tout ce qui nous fait du mal, qu'on passe de la souffrance à l'illumination et qu'on devient des êtres de joie et de respect et de bienveillance, bien entendu, si tout le monde en fait ça, en fait, mais tout s'arrête. Coluche disait, il suffirait qu'on arrête de l'acheter pour que ça ne se vende pas. Bon voilà, hein, tout est dit. Hein. Donc forcément, jusqu'à ce qu'on ne se respecte pas nous-mêmes, on continue d'acheter des trucs qui nous font du mal, du Coca, du Pepsi, des bouteilles, des lessives. Là, j'ai vu l'autre fois dans une rue,
un distributeur de produits ménagers, vous venez avec votre bouteille, vous mettez des pièces et vous avez Ariel qui tombe, ou le chlore, l'eau de javel, enfin voilà. Et moi j'y suis allée avec une bouteille que j'ai trouvée dans la rue, et que grâce à cette bouteille que je prends et que je nettoie la rue, elle m'a mis 1 litre j'ai pris de truc Ariel pour nettoyer les vêtements, et c'est génial en fait. Je vais le mettre en photo sur Facebook, et du coup c'est ce à quoi on doit tendre. On doit arrêter de massacrer tout, quoi. Mais pour arrêter de massacrer tout, il faut prendre conscience. Et si on ne prend pas conscience déjà qu'on est en train de se faire du mal à nous-mêmes, on est loin de pouvoir imaginer, penser que l'Ariel est en train de faire du mal avec les bidons de plastique et tout le truc. Enfin, c'est tout un truc, hein. Là, j'ai encore écouté une émission de 3 heures je la mettrai dans la description, sur le carnage minéral qu'ils sont en train de faire avec les extractions de l'or, de tous les minéraux qu'il y a. Enfin bref, quoi, c'est carnage, quoi. C'est carnage de tous les côtés. Donc du coup, mais bon, c'est carnage, mais malgré ça, il y a des couchers de soleil, il y a des oiseaux qui sont encore en vie. Les couchers de soleil, on ne va pas nous les enlever. D'ici là, il y a des choses merveilleuses que la nature nous offre, mais c'est quand même compliqué maintenant de trouver un chemin de campagne sans un papier, sans une bouteille de plastique, sans des décharges. Moi je vois des trucs avec des décharges carrément, des gens qui jettent des plastiques, des trucs énormes dans des chemins magnifiques avec des petites pâquerettes et tout, et d'un seul coup vous arrivez, il y a une décharge, et ça, donc c'est quand même compliqué maintenant de trouver des endroits vraiment purs où il n'y a pas de pollution humaine, quoi. Là on est en train de faire un propre rejet de nous-mêmes, on vomit notre karma, pour ceux qui n'aiment pas le mot karma, on est en train de se vomir de toute notre souffrance et on la vomit sur la planète, quoi. C'est comme ça, quoi. Et c'est clair, tout le temps qu'on n'aura pas repris le contrôle de notre souffrance et qu'on se laissera happer par nos pensées, qu'on aura nos tendances schizophrènes, tout ça, le monde il changera rien du tout, hein. Non, on va droit dans le mur tous ensemble, hein. C'est suicide collectif direct, hein. Mais c'est pas grave, hein. Moi je vous regarde, hein. Avec la joie de vivre, hein. Je vais vers l'illumination, je cherche à être un Bouddha et je veux pas être schizophrène, je veux plus l'être tout au moins, et ni encore moins bipolaire et suicidaire et tout ce qu'on voudra bien, encore moins anorexique. Je veux des muscles ici et dans la tête, et j'utilise mon intelligence et ma création, et je suis un être pur de lumière et de conscience, et j'aspire vraiment à que nous tous, nous allions vers ce chemin-là. Voilà, sur ces belles paroles, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Salut, salut.